Alors comment justement l'entreprise peut mettre en place le management correspondant, le management de résistance, on va dire, de résilience peut-être. On va voir ça avec 4 acteurs. Je les appelle à venir nous rejoindre ici même. Jean Stone, philosophe, essayiste, auteur de notamment L'intelligence collective, clé du monde de demain. Séverin Cabane est également avec nous. Séverin Cabane, je vous en prie, il n'y a pas d'ordre de préséance. Séverin Cabane, vous êtes directeur général délégué de Société Générale. Éric Léandri est avec nous également. Éric Léandri, président fondateur de Quant. Et puis Olivier Méjean, président du cabinet d'intelligence artificielle Demain AI. Jean Stone, on va commencer avec vous si vous le voulez bien. Merci d'être là, tous les 4. Un plateau très masculin quand même. Bon, je ne vais pas enfoncer le clou, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit chantier à attaquer pour le prochain Financium. Jean Stone, je citais un de vos ouvrages, L'intelligence collective, clé du monde de demain. Nous pourrions en citer d'autres, comme les clés du futur aux éditions Plomb. Un quotidien économique l'a qualifié de manuel de survie dans un monde disruptif. Donc là, vous allez vraiment nous aider à décrypter tout cela. Ce monde instable, finalement, Jean Stone, c'est nous qui l'avons créé. Oui, effectivement, Hubert Védrine nous parlait de ce chaos. Eh bien, ce chaos, il vient d'où? Il vient de la complexité. J'ai eu la chance d'être l'élève du prix Nobel Ilya Prigogine, qui est un des fondateurs justement des théories du chaos et de la complexité. Il a même eu le prix Nobel de chimie pour ça. Eh bien, ce qu'il m'expliquait, c'est que plus il y a d'interactions entre les membres d'un système, plus ce système est chaotique, est instable à la hausse comme à la baisse. Et justement, comme vous venez de le dire, nous avons créé nous-mêmes cette complexité. Chaque fois que vous échangez un email, que vous envoyez postez un tweet ou que vous regardez un post sur Facebook, eh bien, ça a l'air de rien, mais vous contribuez à la complexité du monde. On l'a bien vu avec les gilets jaunes. Une inconnue met une vidéo sur Facebook quelque part en Bretagne et c'est repris par un camionneur en région parisienne et la France est à feu et à sang pendant 1 an. Avant ça, on avait déjà eu le suicide d'un jeune Tunisien qui, sans les réseaux sociaux, n'aurait jamais donné le printemps arabe et l'effondrement de 6 régimes d'affilée et on en subit encore les conséquences aujourd'hui. On peut multiplier les exemples à l'infini, notamment si on parle de l'industrie, par exemple, dans l'automobile, il y a Renault, PSA, c'est quand même des exemples très lourds. Mais nous sommes en permanence dans ce monde d'interaction qui crée une complexité. Mais ce qu'il faut bien voir, et c'est là où on va arriver au sens, c'est que ça va à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités dans l'histoire humaine qu'aujourd'hui. Et ça, je vais vous le prouver. J'ai peu de temps, mais prenons un banquier même extrêmement sympathique comme mon voisin. Imaginez que 3 jeunes sans aucun diplôme, sans aucune expérience, juste un petit diplôme d'ingénieur en électronique, viennent lui demander 12 millions de dollars. Je dis, mais c'est pourquoi faire les enfants? On veut créer des montres connectées pour concurrencer Apple et Samsung. Imaginez le rire de mon voisin qui dirait, écoutez les enfants, allez bosser dans une grande boîte. Dans 30 ans, si mon successeur banquier est sympathique, si vous êtes devenus des gens connus dans l'industrie de l'électronique, peut-être qu'il vous prêtera 12 millions de dollars. D'accord? Là, ils ont fait une petite vidéo marrante sur Kickstarter.com, ils ont recueilli 12 millions de dollars, ils ont créé les montres connectées People, ils ont vendu l'année dernière 40 millions de dollars. Vous voyez, donc dans l'histoire humaine, on n'a jamais eu un tel potentiel. Il y a aussi l'information qui est importante aujourd'hui. J'avais un ami d'enfance, j'ai perdu de vue pendant 30 ans, je lui ai dit, tu es où? Oh, j'ai une petite start-up en Californie, mais je vais remettre ma recherche en France parce que les Français sont bons pour le calcul, il est franco-optimiste. Un an après, je dis, mais t'es où? On devait se revoir là. Et il me dit, oh là là, je fais un roadshow pour toutes les banques américaines, j'ai la tête sous l'eau, je m'introduis au Nasdaq la semaine prochaine. Je regarde le Nasdaq, le 31 octobre 2013, 2,5 milliards, je dis bien milliards de dollars pour l'entreprise créée et dirigée par mon ami d'enfance Jean-Baptiste Rudel, qui s'appelle Criteo et qui valait rien 1 an auparavant. Comment on fait 2,5 milliards de dollars légalement en 1 an, vous vous rendez compte? Bon, ça c'est jamais vu dans l'histoire humaine. Donc vous voyez, la complexité va avec la possibilité d'un potentiel incroyable. Alors Jean Stone, face à ce constat, quel est le réel sens de l'entreprise aujourd'hui? Eh bien justement, ce qui est très très intéressant, c'est que nous avons la possibilité de développer une ressource qu'on a peu développée, parce qu'on a développé toutes les autres ressources. La planification, on l'a fait, le pétrole, le gaz, on les a utilisés. Je parle de ressources physiques comme de ressources d'organisation. Eh bien, il y a l'intelligence collective. On a très peu
très très peu utiliser cette ressource. Donc une ressource qui est très peu utilisée, il y a une marge énorme. Aujourd'hui, on est dans des structures pyramidales dans les entreprises, on en sort quand même un petit peu, mais on ne se rend pas compte de la richesse du potentiel humain qu'on a dans les entreprises. Et c'est le sujet de mon dernier ouvrage, justement. J'ai étudié des cas où les meilleurs ingénieurs de la planète disaient dans une entreprise, vous pouvez améliorer de 20% l'efficacité du processus de production de cette machine, et des ouvriers, alors c'est au Maroc en plus, donc sans aucun diplôme, on fait plus 100%. Là où les meilleurs spécialistes disaient, on peut faire plus 20%. Vous voyez ? Donc c'est logique. Les gens qui sont sur le terrain, s'ils sont motivés, ils peuvent donner du sens à leur activité si on leur dit, ben voilà, allez-y, vous avez carte blanche. Mais ça, pardonnez-moi, ça semble naturel, non ? Eh ben oui, mais ça semble naturel. De la part d'un patron, d'un dirigeant. Le problème, c'est qu'on l'a encore très peu utilisé. Ça commence, ça va avec ce monde, justement. Et là, Hubert Védrine l'a dit aussi, il y a un problème qu'il a souligné qui est très important. Il a dit, le problème de les gens ne veulent pas qu'on décide pour eux. Alors bien sûr, c'est très difficile. Je suis contre la démocratie Internet, effectivement, parce qu'elle est manipulable. Mais je suis persuadé que ce monde Internet, ce changement de civilisation, qu'en fait, c'est ça la vérité. Nous sommes dans un vrai changement de civilisation actuellement. Nous passons d'un monde qui est le monde moderne à un monde qu'on appelle postmoderne. Et ce changement de civilisation ne peut plus se satisfaire de la démocratie classique. Je ne sais pas ce qui la remplacera, mais je sais qu'elle doit être remplacée. Pourquoi ? Parce que la démocratie, ça marchait très bien quand 90% de gens illettrés et sous-informés élisaient parmi les 10% de gens lettrés et informés ceux qui allaient les diriger, vous voyez ? Et donc dans l'entreprise comme dans la société, aujourd'hui, on est en train de changer de stade, et heureusement, parce que ça déclenche un grand potentiel, cette intelligence collective qui est là, qui dort pour une partie, mais ça présente aussi des risques importants, évidemment. Alors concrètement et au quotidien, qu'est-ce que vous conseillez aux directeurs financiers et autres qui sont ici présents ? Eh bien, déjà de lire, beaucoup l'ont fait certainement, de lire Le Signe Noir de Nassim Taleb. Beaucoup d'entre vous l'ont fait parce que je dirais que c'est presque basique aujourd'hui. Nassim Taleb explique très bien justement aujourd'hui le changement pour, pas seulement les directeurs financiers, mais pour tous les gens qui investissent, que dans le passé, vous mettiez vos œufs sur le CAC 40 ou le Dow Jones, sauf qu'aujourd'hui, avec cette volatilité, ça peut faire moins 30% sans même qu'on comprenne pourquoi. Et donc, effectivement, ce qui conseille que les business angels ont compris depuis un certain temps, évidemment, c'est de faire 10 fois 1% sur 10 petits trucs complètement différents, nouveau réseau social ici, nouveau logiciel d'intelligence artificielle là, nouvel brevet incroyable pour stocker l'hydrogène là, etc. Et il explique que 100% des revenus de votre portefeuille viendront de 1% de vos investissements. Donc ça, évidemment, c'est un changement conceptuel énorme que les États n'ont pas encore compris, que les grandes entreprises ont encore un peu de mal à intégrer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour les directeurs financiers, qui est potentiellement importante, c'est de laisser la bride sur le cou à certains projets. Je m'explique. J'ai vu dans de grandes sociétés, par exemple, où on essaie de développer des espèces d'intrapreneurs, de start-up internes. Et le vrai problème, c'est que le directeur financier dit, mais attendez, là, vous voulez qu'on rachète la start-up machin, mais vous n'avez aucun plan de financement, vous n'avez aucun business plan, vous n'avez rien. Parce que c'est un truc complètement nouveau. Donc comment vous voulez évaluer un truc qui est complètement nouveau ? Ben, on ne peut pas. Donc le directeur financier dit stop. Et c'est normal, parce que si à l'ancienne, on a des barrières, des trucs, des machins. Là, on est dans un domaine totalement nouveau. Et comment vous voulez évaluer combien coûte un truc dans un domaine qui n'existe pas encore, vous voyez ? Donc ça, peut-être, il faudrait aussi laisser, c'est une conséquence du signe noir aussi, peut-être 10% ou 5% de s'investissement dans des domaines comme ça, parce que ça vaut le coup de tenter des fois, dans un monde complexe, de mettre beaucoup de cordes à son arc et de mettre des œufs dans beaucoup de paniers différents. Merci beaucoup, Jean Stone, pour ce témoignage. On peut vous applaudir et on peut lire également. Hein. On peut vous lire. Je crois que vous dédicacerez tout à l'heure un livre, c'est ça ? Sorti, absolument. Le titre ? Les clés du futur et l'intelligence collective, une clé du monde de demain, les deux derniers. Voilà, eh bien, l'occasion de poursuivre la réflexion. Merci beaucoup, Jean Stone. Monsieur Cabane, Séverin Cabane, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle, directeur général délégué de la Société Générale. Alors, concilier sens et complexité, concrètement, Séverin Cabane, de quoi parle-t-on là ? Alors, on a déjà, Jean nous a vraiment expliqué ce qu'était la complexité. Moi, je voudrais revenir avec comment on vit dans une entreprise. Il y a une perception d'accroissement très nette de la complexité du monde, tous les jours. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une perception ou est-ce que c'est une réalité ? Et quand j'ai réfléchi à votre question, je me suis dit, est-ce que c'est pas... Poser la question d'une autre façon, est-ce que c'est pas le sens qui va nous permettre de mieux appréhender cette complexité et donc
de simplifier toutes les questions auxquelles nous avons à répondre aujourd'hui. Et ça, cette question-là, nous, ça fait maintenant des années, depuis 2008, où on réfléchit en permanence comment réduire la complexité au sein de Société Générale. Et force est de constater qu'on n'y a pas réussi. On n'a pas réussi à le faire. Et aujourd'hui apparaît... Pourquoi ça? Pardonnez-moi, pourquoi? Vous avez identifié les sources de blocage, entre guillemets? Et en fait, parce qu'on n'a pas compris la question. Et c'est là où j'ai bien aimé votre question, et je reprends sur ce que dit notre philosophe. Aujourd'hui, la question qui nous est posée, et à l'intérieur de l'entreprise par nos collaborateurs, mais également par nos clients, par toutes les parties prenantes externes, elle est très simple. C'est finalement quel est le sens d'un modèle de développement, et les banques sont associées à ce modèle de développement, qui d'une part consomme sans les renouveler leurs ressources naturelles. Quel est le sens d'un modèle de développement qui accroît la concentration de richesse d'un côté et donc accroît les inégalités de l'autre? Quel était le sens d'un modèle de développement qui finalement crée une urbanisation absolument insoutenable et crée la désertification des autres territoires? Ces questions-là, aujourd'hui, elles nous sont posées directement en tant qu'entreprise, alors non pas à nos actionnaires, c'est ça la question fondamentale qui aujourd'hui apparaît, mais par nos clients, nos collaborateurs et de plus en plus l'ensemble des parties prenantes dans lesquelles nous sommes en interaction. Et donc cette question-là de la complexité, pour moi, aujourd'hui, elle va se résoudre, elle ne se résoudra pas parce que c'est une réalité, elle va pouvoir être gérée justement en redonnant du sens, en répondant à ces questions-là, les questions qui nous sont posées. Mais c'est vrai qu'Aban, la banque est quand même une entreprise, certes à part entière, mais un peu particulière, avec une forte régulation, liée également, dont l'activité est beaucoup liée, la rentabilité aussi à la politique monétaire que nous évoquions tout à l'heure avec Mathilde Lemoine. Ça, ce sont des critères vraiment pénalisants, je dirais, pour une entreprise comme la banque. La régulation, les taux d'intérêt, ça ajoute à cette complexité finalement. Oui. Et vous ne les maîtrisez pas. La question difficile aujourd'hui, c'est que le monde est un monde quand même qui reste très ouvert et qui s'ouvre de plus en plus, qui est global. Et dans nos métiers de banquier, on est en compétition avec l'ensemble des grandes banques mondiales et en particulier des banques américaines. Donc la régulation et la politique monétaire sont des questions qui sont absolument vitales pour une économie et qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, la difficulté des banques européennes, c'est qu'aux États-Unis, après la crise de 2008, la Fed et l'ensemble des autorités américaines ont mis en place un plan extrêmement rapidement. L'industrie s'est consolidée. La nouvelle règle de Dodd-Frank et Volcker a été mise en œuvre et aujourd'hui, la Fed est en train de réduire la pression supervision, si je puis dire, sur les banques américaines et la politique de M. Trump rend plus facile ceci. En Europe, on n'est pas encore là. Donc aujourd'hui, on est dans une période très compliquée où effectivement la politique monétaire détruit les revenus des banques, les taux négatifs, Mathilde en a parlé, on pourrait en parler aujourd'hui, mais c'est une rupture réelle dans un système, ça modifie tous les modèles ALM, et pour les directeurs financiers que vous êtes, réfléchissons bien à nos modèles d'assets, de gestion actifs-passifs, alors dans une banque c'est absolument vital, mais dans toute entreprise c'est très important, et les taux négatifs modifient ces modèles. Deuxièmement, la supervision et la mise en œuvre de toutes nouvelles règles que sont BAL 4 aujourd'hui ne sont pas encore terminées en Europe, et on voit donc une augmentation des besoins de fonds propres et une augmentation des coûts de supervision dans les entreprises bancaires. Donc c'est une période compliquée où nos revenus sont en baisse en raison des taux, nos coûts sont en hausse en raison de ce que je viens de vous dire. Voilà, donc c'est un petit passage désagréable. Et il y a la révolution digitale. Alors ça, c'est une magnifique opportunité. Ah. Voilà. Alors. Et donc là, je crois que c'est justement, je vous remercie de votre question, parce que la révolution digitale va nous offrir, je pense, en fait, cette possibilité d'adresser ces questions compliquées que nous avons de complexité, mais également, plus que cela, pour nous, finalement, de répondre à ces questions sur le sens dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que l'industrie bancaire est particulièrement attaquée aujourd'hui par les fintechs, mais quand on regarde l'environnement des fintechs, ils vont sur certains endroits où il y avait des rentes, les paiements en particulier, et vous, en tant que directeur financier, je m'imagine que vous utilisez largement les services de certains fintechs qui vous permettent de faire des transferts ou des virements internationaux beaucoup moins chers, etc. Mais ils sont sur une petite partie du marché. Et ensuite, pour le développement des fintechs rapides, notamment sur tout ce qui est gestion de l'épargne et crédit, on voit bien que là, il y a des associations possibles entre les banques et les fintechs. La vraie menace, si je peux m'exprimer, c'est plutôt les big tech aujourd'hui, et tout ce que fait les grosses... vous avez vu les dernières annonces d'Amazon, les dernières annonces de Google, dans ce métier-là. Alors, il y a la relation à l'autre qui est importante, le sens et la quête individuelle et collective. Comment concilier justement sens et complexité? On parlait de la régulation, on ne va pas y revenir. Le rôle d'une banque, par exemple, comme la Société Générale dans ce contexte, comment vous le concevez? Alors, la question du sens qui nous est posée, comme je le disais tout à l'heure, par l'ensemble des parties prenantes, nous a conduit à redéfinir notre stratégie avec un mot, et j'aime bien ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, toute notre réflexion a porté sur le mot de responsabilité. Responsabilité,
pour une banque, et peut-être pour toutes les entreprises d'ailleurs, je pense, c'est comment, dans chacune de nos décisions quotidiennes, en termes d'investissement, en termes d'organisation, en termes de lancement de produits, en termes de financement, comment nos décisions quotidiennes prennent en compte les intérêts à long terme de l'ensemble des parties prenantes. Jusqu'à présent, on avait pris en compte les intérêts de nos actionnaires et de nos clients. On avait essayé de le faire de manière la plus intelligente possible. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Dans nos parties prenantes, il y a tout le reste de la société. Il y a l'environnement, il y a les jeunes, il y a les ONG, il y a la cité, si je peux dire, la société. Et donc ça, c'est quelque chose de très structurant dans nos réflexions stratégiques. Et une banque est plus sollicitée, peut-être, enfin vous me direz, c'est peut-être pas le cas de vos entreprises, mais j'ai le sentiment qu'on est plus sollicité en tant que banquier parce qu'on a un rôle particulier dans le fonctionnement d'une économie. Et donc on a une plus grande responsabilité pour prendre en compte l'ensemble de ces parties prenantes et de ces intérêts, je dis bien à long terme des parties prenantes. Le deuxième point très important pour nous, c'est toujours lié à la responsabilité, Jean l'a dit. Aujourd'hui, pour maintenir un niveau d'engagement élevé et pour générer cette capacité créatrice nouvelle dont on a besoin pour faire face à ces défis, il faut remettre au bon endroit dans l'organisation le pouvoir de décision. Et c'est une autre démarche que nous entreprenons aujourd'hui, c'est à partir des équipes qui sont face aux clients, qui sont sur le terrain, c'est de leur dire qu'est-ce que vous pouvez décider tout seul. Ce que vous pouvez décider tout seul, vous le déciderez tout seul. Et puis ensuite, ça change le rôle du manager. Et ça change le rôle c'est un peu le changement de l'organisation pyramidale dont vous parlez. Donc on a lancé aussi cette initiative sur le plan, et on a appelé ça responsabilité. Pourquoi ? Parce que c'est la responsabilité de nos équipes qui crée réellement de la valeur. Et le directeur financier a un rôle capital. Alors, essentiel. Alors il y en a plusieurs dans tout ça. Le premier que je voudrais dire, et pour moi qui est très important, j'ai eu la chance dans ma vie d'être 3 fois directeur financier d'entreprise, la mesure de la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que c'est la question clé. Quels sont vos indicateurs de mesure de la performance dans l'entreprise ? On voit très bien, c'est la création de valeur, c'est le ROCE, c'est l'augmentation du rendement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on tous ensemble, et la banque en fait partie aussi, nous associons à nos critères de mesure de performance de nouveaux indicateurs. Et on voit bien dans toute cette dimension sur laquelle on est sollicité, notamment sur l'impact de notre environnement, sur l'impact social. La présence d'une entreprise dans un pays, dans un territoire, crée de la valeur en tant que telle, la valeur sociale. On ne mesure pas cette valeur créée. On ne mesure pas tous les effets positifs, mais non plus les externalités négatives. Un des enjeux majeurs pour moi aujourd'hui, dans la même mesure de la performance et le pilotage de la performance d'une entreprise, c'est d'associer ces nouveaux critères de performance au-delà des critères financiers et économiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour moi, c'est dans le choix des investissements et dans le choix de ces financements. Vous avez évidemment un rôle essentiel. Et là, on le voit, nous, on est sous pression maximale en tant que banquier, d'arrêter de financer le charbon, par exemple. Eh bien, on voit bien que finalement, dans toute décision d'investissement, la prise en compte des intérêts à long terme de l'ensemble des parties prenantes doit devenir quelque chose, immédiat, en premier. Et je ne suis pas sûr que dans nos choix d'investissement aujourd'hui, on soit capable d'intégrer toute cette dimension-là. Et pour les entreprises cotées, c'est une autre dimension. Certaines entreprises, évidemment, sont cotées. Et donc, la question sur la relation avec les actionnaires et les investisseurs est essentielle. Et nous, on perçoit très clairement, en tant que banque et en tant que conseil de nos clients, conseil des directeurs financiers, que la question de la stratégie environnementale, sociale et gouvernance, ESG, va devenir mainstream dans la relation avec les actionnaires. Ce n'est pas encore le cas. Dans vos roadshows, je ne pense pas qu'on vous pose souvent la question, finalement, quelle est dans votre entreprise cette contribution positive à l'environnement. Je pense que très rapidement, ceci va changer. Et donc là, il y a aussi une prise en compte dans la manière de communiquer vis-à-vis de nos investisseurs, toute cette dimension. Et là, le rôle du directeur financier est essentiel. Merci beaucoup, Séverin Cabane. Merci pour ce témoignage. On peut vous applaudir. On a pris des notes. C'est très important. Éric Léandri, alors je rappelle qu'il y aura, nous allons faire en sorte qu'il y ait un petit temps d'échange, puisque c'est important pour cette édition 2019 de Financium que vous puissiez participer également. Donc si vous avez des questions à poser aux différents intervenants, nous ménagerons quelques minutes avant 10h30. Éric Léandri, fondateur, président de Quant. On ne présente plus, 2011. Comment va Quant ce matin ? Ça va bien. On a fait le meilleur mois de tous les temps le mois dernier, le mois de novembre. On a fait le meilleur chiffre d'affaires jamais réalisé chez Quant et on continue à monter, donc il faut continuer la polémique. D'accord. Donc, vos projets, vous n'abandonnez rien, évidemment, et c'est toujours vous qui allez les piloter, ces projets ? Non. On n'abandonne rien du tout. Et qui va le piloter ? Encore une fois, je ne suis pas Quant. Quant, c'est autre chose. Quant, c'est Quant.
Moi, je l'ai porté, je le porte et je vais continuer à aider à le porter. Mais Quant, c'est Quant. Quant va faire sa vie très très bien, il va accélérer très bien. Et je vais tout faire pour que Quant devienne Quant. D'accord ? Donc si quelqu'un veut que ce soit moi, il s'est trompé de jeu. En tout cas, c'est pas mon jeu. Alors, on voit très bien, je vous ai posé la question en vous taquinant un petit peu, vu l'actualité du groupe. Justement, ça montre vraiment la complexité dont on parle. La complexité, donner du sens à cette complexité pour un groupe informatif, sur le web en l'occurrence, c'est capital et c'est vraiment la question clé. Écoutez, le web, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que c'est, mais c'est assez intéressant. C'est 1,1 milliard de sites. Un site comme Facebook qui a des milliards de pages. Et qu'est-ce qu'une page aujourd'hui ? C'est de la vidéo, c'est du son, c'est du texte, c'est de l'information, ça peut être de la 3D, ça peut être de la 2D. C'est en fait tout ce que vous avez dans le monde réel est dupliqué sur le web. Et aujourd'hui, le web va vers le monde réel. Donc, le web, en fait, c'est connecter tout ça, c'est un monde complexe, c'est une chose complexe, c'est quelque chose qui grandit, qui va de plus en plus loin dans le monde réel, parce que vos téléphones nous ramènent de l'info, parce que vous avez de la data qui sort de vos pneus dans vos voitures. Tout ça, il faut le comprendre globalement et être capable de le travailler. Ça, c'est la complexité qu'on peut y trouver, et on est en train de numériser le réel, donc on est en train d'aller encore plus loin en essayant de comprendre qui nous sommes chacun d'entre nous. À la fin de la journée, qui utilise ça pour démarrer son téléphone, vous venez d'utiliser tout simplement quelque chose qui vous appartient complètement. Il est assez difficile de changer son mot de passe quand c'est son doigt, n'est-ce pas ? Donc l'idée globale derrière ça, c'est tout bête. La complexité globale peut être calculée, elle peut être mise en mathématiques, mais elle a quelque chose de très clair qui a été parfaitement expliqué. Plus elle est mise en mathématiques, plus elle devient chaotique, plus elle devient complexe, plus elle devient énorme. Et moi, je vous le dis, et j'aime beaucoup le sens de votre question, si j'avais pas mis un sens à pourquoi nous avons créé Quant, s'il n'y avait pas des valeurs derrière, et nous, on ne s'est pas cassé trop la tête, on est parti sur les droits de l'homme. Oui, je viens de vous parler de numérique depuis tout à l'heure, je vous parle que de 0 et de 1, de quantique, de tout ce que vous voulez dont on peut parler, d'intelligence artificielle, on en fait toute la journée. Mais la réalité, c'est qu'on l'a basé sur un sens, les droits de l'homme. C'est simple, 1948. D'ailleurs, il y a quelque chose que tout le monde a loupé. 2010, c'est appliqué à Internet. 2011, c'est appliqué à toutes les entreprises. L'article 12 des droits de l'homme, c'est le droit à la vie privée. Si vous ne mettez pas un sens, un objectif à ce que vous faites, je peux vous assurer que les ingénieurs que j'ai, dont je suis très fier, ils ne seraient pas chez moi. Même si je les paye bien, je ne les paye pas aussi cher que les autres. Donc c'est chercher à comprendre finalement les tenants et les aboutissants d'un métier, tout simplement. C'est plus que ça. Dire, tout simplement. C'est chercher à comprendre. Quand votre métier, c'est de comprendre l'ensemble de l'environnement qui vous entoure, et ça comprend aussi les problématiques spatiales, les données globales, puisqu'on est dans un environnement global où nous sommes tous connectés ou interconnectés. Quand votre métier, c'est ça, alors d'un coup, si vous n'y mettez pas de sens, ça n'a plus de sens. Enfin, si, ça peut avoir un sens. Certains se prennent pour Dieu et font du transhumanisme. D'autres pensent que Dieu n'est plus là et partent dans autre chose. D'autres croient encore en Dieu. Choisissez votre sens, mais à la fin de la journée, là, vous êtes juste en train de péter un câble. Vous voyez, le seul truc, c'est quel est le sens de ce que vous faites, qu'est-ce que ça peut apporter au quotidien et quelles sont les valeurs sur lesquelles vous avez envie de faire avancer ce que vous créez. Vous savez, tout à l'heure, Hubert Védrine a parlé d'écologisation. J'ai trouvé ce mot absolument génial. En fait, aujourd'hui, ça n'a plus de sens de se demander si votre énergie doit être verte. C'est comment vous faites pour la rendre le plus verte possible. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Ça n'a pas de sens non plus de se demander si vous devez remettre l'humain au centre. Mais si on ne met pas l'humain au centre, c'est quoi le futur ? C'est Terminator, ça vous plaît ? Vous préférez Matrix ou Star Trek ou Star Wars ? À la fin de la journée, si c'est ça le sens, regardez, ici, il n'y a que des humains. Directeur financier, certes, mais humain. Non. Ne vous inquiétez pas, c'était facile celle-là. Ça marche dans l'autre sens, si vous voulez me le faire, je fais de l'intelligence artificielle. Donc, résultat, quel est le sens si nous ne sommes pas à nous partager des choses ? Quel est le sens de tous ces tweets, de toutes ces discussions, de tous ces mails, si ce n'est pas pour s'échanger et faire avancer le monde au mieux ? Quel est le sens ? Le sens de quoi ? D'avoir de l'intelligence artificielle qui nous remplace ? C'est juste délirant et débile. Un robot
qui sait faire exactement tout ce que vous savez faire, ça vaudrait des milliards de dollars. On va en parler avec Olivier. Non, mais ça vaudrait des milliards de dollars. Et lui, il va venir vous livrer. Vous allez prendre un truc qui vaut des milliards de dollars et vous allez l'envoyer vous livrer. Mais premièrement, il vaut mieux pas le faire. Faisons des choses pour les gens. Et vous allez voir, ça va redonner du sens à tout. Alors, autre complexité dans le monde de l'Internet, du web, c'est quand même la géopolitique. Vous êtes très dépendant de ça. Indépendamment de ce qu'on vient de dire, ça ajoute encore à la complexité, finalement, la géopolitique de l'Internet. Non seulement il a fallu qu'on crée un moteur de recherche européen, et vous allez voir à quel point on a réussi à faire un moteur de recherche européen très bientôt, comme ça on reparlera du sens. Non seulement il a fallu aussi se battre sur 2 points. Vous savez, nous on évolue dans un monde où il y a un seul dominant, 95% du marché. Donc il est ultra dominant. Il a fallu que je le fasse condamner par la Cour européenne, par Margrethe Vestager, à 2,6 milliards sur shopping, 4,2 milliards sur Android, pour avoir enfin le droit d'exister sur mobile. Pas que moi, hein, tous les gens maintenant. Tout le monde peut commencer à être installé sur mobile. Ça a pris 4 ans de procédure. Et c'est pas fini, il a fait appel. Et en dehors de ça, on est dans un monde aujourd'hui où nos amis chinois ont décidé de contrôler l'ensemble des données concernant leur population. Nos amis américains ont considéré qu'il fallait toutes les données du monde leur reviennent. Et nous, on est parti sur la protection des données personnelles parce que nous avons des citoyens et pas des consommateurs. On protège nos citoyens. Et à partir de là, ça vaut dans la médecine, ça vaut dans les recherches sur Internet, ça vaut exactement sur tout. Et aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une phase où les valeurs européennes doivent soit s'imposer grâce au RGPD dont on a dit il y a 1 an que ça ne servirait à rien et qui est en train de faire tranquillement son petit chemin sur l'ensemble de la planète, avec nos valeurs, avec notre sens, remettre au centre le rôle que l'on a les citoyens. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, c'est une guerre mondiale dans le monde tous les jours sur la donnée. Mais comment on construit le modèle économique d'un Quant aujourd'hui ? Alors ça, c'est très très facile. Il y a la deuxième personne à qui j'ai pitché Quant, et à l'époque j'avais des jolis PowerPoint voilà, sur lesquels il y avait marqué voilà, on va faire un concurrent à Google européen, très sympa. La deuxième personne s'appelait Omid Koderstani. Omid Koderstani, c'est l'employé numéro 3 de Google. C'est celui qui a inventé le business model de Google, ça s'appelle AdWords. Vous tapez iPhone 11 sur Quant, surtout vous n'hésitez pas, comme je sais que certains d'entre vous ont Quant. Vous allez cliquer ensuite sur la FNAC, vous allez à la FNAC, vous allez voir le iPhone 11 à la FNAC, et comme j'ai envoyé un nouveau client à la FNAC, elle me reverse 50 centimes. Je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes gros, si vous êtes petit, si vous êtes blanc, si vous êtes noir, si vous êtes gay ou hétéro, je m'en fiche éperdument, j'ai juste envoyé un nouveau client faire ses courses à la FNAC, je ne sais pas qui c'est, et quand vous revenez sur Quant, je ne saurais pas que c'était vous qui étiez parti à la FNAC il y a quelques instants. En fait, on a utilisé le modèle qui rapporte 80% des revenus de Google, 80 milliards sur les 110 milliards, pour tout simplement monétiser Quant. Et très bonne nouvelle, on commence à monétiser, parce qu'on a vraiment beaucoup de monde, on commence à peine, et c'est pour ça que je vous dis, le futur de Quant, ça va être des gens qui monétisent très bien et pas des gens qui créent, parce que maintenant on va commencer à faire de l'argent. On a fait plus 30% de chiffre d'affaires entre le mois d'octobre et le mois de novembre, juste en commençant à monétiser mieux. Un conseil pour les directeurs financiers, Éric Léandri ? Ouais, moi j'ai un grand conseil pour vous tous. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit. J'ai quelque chose d'assez intéressant à évoquer. Vous avez l'assurance vie. Moi je trouve que l'assurance vie en Europe manque d'un tout petit truc. Alors le président de la République essaye toute la journée de vous convaincre de le faire, mais réfléchissons à ça. C'est bien l'immobilier, c'est toujours bien le monétaire, ça sert toujours, même si après les placements sont plus qu'ils étaient. Voilà, c'est très bien la bourse, hein, il faut continuer à en avoir, mais si 1 à 2% du placement en assurance vie repartait dans de la start-up avec le signe noir dont on parle tout à l'heure. Le signe noir, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais tout le monde croyait qu'il était blanc, jusqu'à ce qu'en Australie, on en trouve un noir. Vous savez ce que je vois, moi, sur le signe noir, c'est pas seulement vous allez mettre 1% ici, 1% là, et ça devrait vous rapporter beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, vous devriez regarder aussi ce qu'est un signe noir. Un signe noir, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas prêt du tout. C'est totalement autre chose. Donc, arrêtons de croire que quand vous regardez un signe blanc et que d'un coup il va sortir noir, arrêtez de croire que c'est lié à de la raison. Si c'était lié à la raison et à un calcul financier, alors ça ne serait pas un signe noir qui sortirait, vous voyez ? Parce qu'à la raison, il serait blanc.
Merci Éric Léandri pour ce témoignage. Merci beaucoup. Vive l'Europe et vive Quant, avec tous les projets que vous nous promettez à découvrir. Olivier Méjean, alors vous présidez le cabinet Demain AI, c'est bien ça, qui est spécialisé dans le conseil en matière d'intelligence artificielle. Je rappelle également que vous avez dirigé le magazine Le Point, donc vous êtes également un homme de presse, quelque part. Quel est l'impact D'abord, je peux peut-être vous demander, est-ce que vous partagez le regard d'Éric Léandri sur l'intelligence artificielle ? Oui, alors totalement. Il y a énormément de bêtises qui sont dites sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a toute une série de personnes qui ont développé une sorte de fonds de commerce autour de ces mots, intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on lit bien souvent dans la presse ne correspond en tout cas à aucune réalité que moi je peux voir dans le travail que je fais toute la journée. Donc il y a une sorte de fantasme qui est lié à, on le sait, la culture, le cinéma, la littérature. On a tous été baignés dans notre jeunesse par les Asimov et tout le reste, et puis et c'est chouette d'ailleurs aussi. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ça. L'intelligence artificielle, c'est de la technologie, c'est de l'informatique. Monsieur Léandri en fait, je pense, toute la journée aussi, forcément, pour faire son métier. Voilà, et puis comme toute technologie, cette technologie-là, elle va faire ce que l'homme veut en faire. Et c'est le point central, puisque, comme le disait aussi Éric Léandri, de toute façon, c'est les humains qui décident de tout. Alors justement, derrière, il y a l'entreprise. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'entreprise en tant que telle ? Alors, il y en a plusieurs. C'est des impacts qui sont technologiques, des impacts d'innovation. Moi, j'ai 50 ans. Depuis 25 ans, je fais de la transformation digitale finalement, parce que globalement ça a été l'arrivée d'Internet, puis après le smartphone, et puis après la plateformisation. Enfin bon, voilà, on a tous vécu ça. Donc finalement, quand je me retourne, je constate que j'ai fait que ça. J'ai fait que ça, faire rentrer des entreprises dans le monde de l'Internet, puis ensuite les smartphones, comment on intègre ces nouvelles technologies, voilà. Et alors, autour de ces grandes technologies structurantes qui ont complètement bouleversé les relations humaines, à mon avis, et notre relation au monde, d'une manière générale, arrive cette technologie qui a un nom bien mal choisi, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle présente un intérêt, c'est de pouvoir faire de traitements massifs, avec une machine, des traitements de données qui ne seraient pas adaptés à une échelle humaine, et puis ces technologies-là permettent de sortir des informations intéressantes des données, que ce soit en termes d'automatisation ou de prédiction, pour faire simple. Donc c'est un outil absolument utile, performant, pour peu qu'on sache l'utiliser, en fait. Et toute la difficulté, elle est bien là. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et comment on va réussir finalement à utiliser ces technologies pour éviter le signe noir ? Effectivement, la disruption, c'est une autre façon aussi de... Voilà, le truc qui surgit de nulle part. Je crois même d'ailleurs, pour revenir sur l'anecdote, que quand ils ont ramené le signe noir d'Australie, on pensait que c'était un faux. Qu'il avait été éteint ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, on s'est rendu compte, bien sûr, que c'était un vrai. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on ne sait pas d'où vient la disruption. Les technologies émergent, il y a une sorte d'accélération, on le vit tous. Et donc, l'entreprise a la nécessité de s'adapter pour continuer à faire son travail, son métier. Et bien sûr, d'inclure dans ce mouvement toutes les parties prenantes. Et pour moi, une des parties prenantes les plus essentiels en dehors des clients, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qui est celui de perdre le sens des choses, le sens des valeurs, la simplification, ça c'est important bien sûr, mais l'intelligence artificielle, le mot fait un petit peu peur. Comment on peut maîtriser, comment bien maîtriser cette... Je pense que c'est par l'intelligence collective, mais de toute façon on revient toujours à la même chose. On est une société humaine, enfin il faut prendre du recul, quoi. Donc on est une société humaine, on a des systèmes économiques, on a des systèmes de valeurs, on cohabite, il y a des différences entre les gens, bien sûr, dans leurs différences économiques, quoi. Et il faut en tenir compte. Donc comment est-ce qu'on donne du sens avec ces technologies ? Finalement, il y a plusieurs plans. Moi, je vais ramener ça maintenant à un niveau d'entreprise. Voilà, moi, j'ai des clients, donc je vais les voir et je vois bien ce qui se passe chez eux. En fait, ces technologies-là, elles peuvent être inclusives, dans le sens où il est absolument indispensable que les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise soient intégrées dans les projets technologiques. Puisqu'il y a tout un mythe, il y a tout un fantasme autour de ces technos, donc il faut le montrer, ce que c'est en vrai. D'ailleurs, c'est assez décevant, finalement,
par rapport au fantasme, on est loin d'être devant Terminator aujourd'hui. Hein. On est capable de faire des tâches répétitives, effectivement, qui génèrent un grand nombre de données, en sortir de l'info. C'est un outil. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, quand on commence à s'intéresser à l'utilisation, le cas d'usage, eh ben, on se rend compte que ça peut rendre des services réels dans tout un tas de domaines qui peuvent être variés. Ça peut permettre, moi j'ai des cas de figure où par exemple sur un centre d'appel, on ne réussit pas à décrocher le téléphone. Il y a toujours un petit % qui reste, quoi. Et non mais c'est terrible pour les gens qui travaillent sur le centre d'appel. Tout le monde a envie de bien faire son travail. Tout le monde a envie de pouvoir répondre à tout le monde. Faut bien voir que c'est une frustration pour tout le monde, pas uniquement pour la personne qui essaye d'appeler. Donc si ces technologies permettent de mieux filtrer les appels, de mieux orienter, de mieux dispatcher les choses, on va peut-être réussir à répondre à tout le monde. Donc ça, c'est une utilisation de la technologie. Bien sûr, les collaborateurs qui travaillent sur le centre de l'appel sont très contents d'utiliser la technologie. Il faut les impliquer dans le processus pour qu'eux-mêmes définissent, en fonction de leurs besoins d'exploitation, ce que doit faire cette technologie informatique. Donc on les implique dès le début, on implique le métier, comme on dit, voilà, pour pouvoir retrouver du sens à l'utilisation d'un outil pour faire quelque chose. Les directeurs financiers, directrices financières qui sont ici, comment ils peuvent utiliser, valoriser au mieux l'intelligence artificielle dans leur métier? Est-ce que vous avez déjà peut-être des produits qui existent concrètement, qui évoluent d'année en année? Alors les produits, il y en a plein, enfin. Mais je ne vais pas rentrer sur le détail des produits, on va garder quelque chose de général. Bien sûr, comme toutes les matières, tous les métiers qui se basent sur des données qui sont structurées, et on comprend facilement que la finance, par définition, c'est un truc hyper structuré, il y a un plan comptable, enfin, voilà, donc on a de la donnée qui est très structurée, donc ça ouvre la voie à tout un tas de choses, finalement. Ça ouvre la voie à l'intégration de technologie, parce que c'est plus simple, quelque part, à partir de données structurées, de faire de la technologie. C'est pour ça qu'on a d'abord développé des systèmes experts, et puis voilà, qui sont dans toutes les boîtes aujourd'hui, voilà, qui vont trier les données. À partir de là, en fait, le métier de la finance change. Il change pourquoi? Parce que d'abord, grâce à l'intelligence artificielle, il y a moyen d'automatiser des choses. Et d'ailleurs, tous les fabricants de RP, enfin de logiciels, métiers liés à la finance, commencent à intégrer des briques d'IA dans leur processus, qui peuvent servir soit à vérifier des anomalies, par exemple, automatiquement. Donc c'est un indice intéressant pour l'équipe. Soit à réaliser de nouvelles prévisions. Où est-ce qu'on va? Prévision, puisque effectivement les modèles mathématiques, ils vont jusqu'à un certain stade, et puis quand on a une énorme quantité de données ou d'éléments exogènes finalement qui doivent être intégrés dans la réflexion, là il faut des technologies qui sont un peu différentes. Et dans ce cadre-là, on peut utiliser de l'IA. Donc je pense que l'IA est une technologie qui va, mais pas uniquement celle-là, mais fait partie des technologies qui vont contribuer à transformer le métier de la direction financière en lui apportant des nouveaux outils. Nouveaux outils pour faire de meilleures prévisions, sortir effectivement des KPI ou des indicateurs de performance, comme vous disiez, qui finalement vont englober d'autres éléments, puisque grâce à l'IA, on peut trouver des corrélations entre tout un tas de trucs. Et donc ça, c'est intéressant. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un outil. Donner du sens. Ouais, en fait, qui va aider. Qui permet de donner du sens. Voilà, c'est pas parce qu'on a arrêté le boulier pour passer à la calculette qu'il n'y avait plus de sens dans la comptabilité. Je caricature, mais c'est volontaire. Mais il faut maîtriser la bête quand même. Il faut maîtriser la bête, et le seul moyen de la maîtriser et de lui donner du sens, c'est de la faire rentrer dans l'entreprise par le métier, les gens qui font. Il ne faut pas le prendre sous un prisme purement techno. Il faut le prendre sur un prisme métier. De quoi j'ai besoin pour mieux faire mon travail? Un outil sérieux, costaud. Ouais, cas d'usage. Enfin, cas d'usage. Et moi, c'est la seule façon. Tous les exemples que nous on traite, si on ne fait pas comme ça, ça ne marche pas. Vous arrivez avec un produit techno pur qui arrive de la direction technologique. Quand il arrive au métier, les gens ne savent pas, ont peur, on leur a mal expliqué parce qu'on ne sait pas forcément bien expliquer les choses tout le temps. On ne les a pas accompagnés, ils n'ont pas été partie prenante dans la réalisation de l'outil. Pour moi, franchement, ça peut paraître un peu bizarre, mais je crois que ces technologies-là sont plutôt un facteur d'inclusion dans l'entreprise. Jean Stone, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Sur l'intelligence artificielle. Hein. Oui, en fait, effectivement, le fantasme Terminator et compagnie, personnellement, moi, je n'y crois pas. Bah, c'est un vrai débat. Hein. Il y a des gens comme Ray Kurzweil, par exemple, qui a quand même été embauché par Google avec un gros budget, qui lui y croit tout à fait. Alors, moi, je n'y crois pas, mais je dis, on peut aussi se tromper. Donc, il faut faire attention. Effectivement, je pense que les robots... Enfin, moi, je prends 2 exemples. Vous avez 2000 Odyssées de l'espace et vous avez Interstellar. Dans Interstellar, il y a des robots, vous leur dites saute dans un trou noir, ils sautent dans un trou noir, ils s'en foutent totalement. Il n'y a pas de personnalité. Et on sera demain entouré de robots comme ça qui imiteront parfaitement l'être humain, mais donc je pense qu'ils n'éprouveront pas ce qu'éprouve un être humain. Dans 2000 Odyssées de l'espace, c'est très différent. Moi je dis, je donnerai une carte d'identité à un robot ou un passeport uniquement le jour où il me tuera, alors qu'il est programmé pour me sauver la vie. Ce que fait le robot de 2000 Odyssées de l'espace parce qu'il a peur pour sa peau. Et ben ça, je crois que ça n'existera pas. Alors, je peux me tromper, mais je crois que ça n'existera pas. Et donc, je ne suis pas inquiet. Mais bon, c'est vous le spécialiste. Olivier, oui. Oui, alors peut-être moi juste 2 mots avant. Olivier Méjean et Éric Langlais. Éprouvé et non mais tout à fait. Et puis honnêtement, enfin ça paraît absurde. Qui est visionnaire à 20 ans? Enfin tout ça. Bon, on peut admettre que des gens sont tellement brillants qui vont prévoir le monde dans lequel on vivra dans 20 ans. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Et je pense qu'effectivement, il y a un fantasme qui est réel. La technologie doit être encadrée. Et c'est pour ça, moi aussi, je suis hyper d'accord avec la RGPD, tout ça. Évidemment que j'ai pas envie. Enfin, moi, je suis français, je vis en Europe, je vois les choses comme vous. Hein. Donc, on est non, bien sûr, j'ai pas envie que mes data, elles traînent n'importe où, elles soient exploitées n'importe comment. Tout à fait. Je pense qu'on a moyen aussi de forger ou de transformer un peu l'usage de la techno par nos propres façons de voir les choses. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Enfin, je voulais pas... Éric Léandri, sur ce point. Non, c'est pas ça, c'est juste, je lui donnerai pas un passeport pour le jour où il me tue alors qu'il doit me sauver, pour une seule raison. Je connais bien l'IA, et il y a de grandes chances qu'il croyait te sauver quand il t'a tué. Donc, résultat de la petite histoire, je veux dire par là qu'aujourd'hui, ce qui est plus inquiétant dans le cadre de Terminator ou dans le cadre des robots, c'est qu'on est allé... On fait ça, après on fait ça, après on fait ça, c'est-à-dire qu'on va toujours dans un sens dans l'autre, dans les extrêmes. Mais en dehors des extrêmes, si on prend du cas concret, aux États-Unis aujourd'hui, un drone non piloté par un humain a le droit de nous tuer. Selon sa programmation. Ça, c'est Terminator, ça marche déjà. Le principe global de l'intelligence artificielle, c'est d'assimiler tout un tas d'informations et de données, et de ça en sortir quelque chose où pour le moment on est très très moyennement capable de comprendre pourquoi il a choisi cette réponse-là plutôt qu'une autre. C'est très complexe. Et le résultat, c'est que ne pas être capable d'expliquer le résultat, et quand on commence à y mettre le doigt dans tout un tas de choses qui concernent s'occuper de la vie humaine ou de la guerre, ça commence à se complexifier. Cependant, on doit tous y aller parce que de toute façon, les Chinois en auront, les Russes en auront, les Américains en auront. Je voulais juste faire un point là-dessus, et c'est le dernier. L'intelligence artificielle peut être un outil absolument fantastique d'inclusion ou un outil totalement destructeur de valeur, d'emploi et globalement de ce que l'on aimerait faire de ce monde pour nos enfants. Donc, amenons-le à être un outil pour nous. Exactement l'histoire de le robot saute dans le trou noir. Arrêtons d'en faire un outil qui est censé nous expliquer quoi faire. Parce que bon, en tout cas, derrière les directeurs financiers, il y a des hommes aussi. Et donc ça, c'est des hommes et des femmes. C'est important pour piloter bien loin de toutes ces considérations, mais très importante, effectivement. Chose promise, chose due, je vous propose d'échanger avec nous. Alors, j'ai très peu de visibilité sur la salle. Une hôtesse va se diriger vers vous si vous souhaitez interroger ou poser des questions à nos différents intervenants. Je vous demanderai simplement de vous manifester, si on peut peut-être allumer un tout petit peu la lumière dans la salle. Ça me permettrait de voir clair. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Je crois qu'une main se lève là-bas, à gauche. Je crois que c'est une dame. Veuillez m'excuser si je me trompe, on va vous apporter le micro. Voilà. Nous vous écoutons. Voilà. Je vous demande simplement de vous présenter rapidement et de poser des questions. Oui, bonjour, Sybille Blumenfeld, je suis DAF de PME, start-up, et j'ai passé quelques mois dans une start-up qui faisait le métier dont Jean Stone a parlé, qui s'appelle des montres connectées. Et donc, j'ai entendu une remarque sur une de ces sociétés. Je n'ai pas bien entendu le nom. Je ne sais pas si vous pouvez nous la répéter.
Peeble. Je parlais de Peeble, les Peeble. montres Peeble. D'accord. Et donc la question que je voulais vous poser, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective, mais aujourd'hui on peut peut-être parler aussi un peu de bêtise collective. Et donc un financement par Kickstarter, ça prouve qu'il y a une adhésion du public, mais est-ce que derrière cette adhésion du public, il y a vraiment une société qui est capable d'avoir un produit pérenne de la qualité de produits comme Apple ou Samsung? Et est-ce que c'est pas juste un engouement passager? J'ai donc passé quelques mois dans une société identique qui s'appelle, je vous donnerai pas le nom, c'est pas grave, et qui a fait un Kickstarter sur des montres connectées, et les montres connectées n'ont finalement aucune valeur. Voilà, donc Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Jean Stone. Oui, alors deux choses. D'abord, vous avez raison, quand on parle d'intelligence collective, il y a aussi une bêtise collective. On l'a vu sur certains ronds-points autour de nous. Il y a une bêtise collective, évidemment, mais il faut voir le pourcentage. On dit, ce qui me choque le plus, c'est on dit les Français sont pas assez intelligents pour que, en gros, on leur donne la même capacité que les Suisses. Moi, je dis peut-être que les Suisses ont effectivement plus d'expérience que nous et plus de capacité diplomatique, mais enfin, j'ai pas l'impression que j'ai pas renoncé à être aussi intelligent qu'un Suisse quand même. Donc voilà, donc si les Suisses le font, on peut peut-être envisager de le faire pas tout de suite, mais à terme. Mais il y a un problème de bêtise collective et d'engouement et de manipulation de la démocratie directe. Alors, ça peut aussi se faire évidemment sur des questions quand on parle de financement collaboratif où les gens se mettent à financer un truc qui n'a pas de sens. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Il y a des jeunes Croates qui ont récolté $250 000. Ils en demandaient 25 000. $250 000 pour faire un thermos en forme de corne de chèvre. Et ils ont fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut absolument que vous buvez votre café dans un thermos en forme de corne de chèvre. La vidéo est géniale. Ils ont eu $250 000. Ils vendent dans le monde entier sur Amazon un thermos en forme de corne de chèvre. Bon, je ne mettrai pas ça comme une réalisation absolument géniale. Mais ça a quand même permis à des jeunes Croates de gagner leur vie. Bon, d'accord. Donc, effectivement, oui, il peut y avoir des échecs pour répondre concrètement à votre question. Il y a évidemment un risque qu'il y ait des échecs de financement collaboratif parce que la société se crée et elle n'arrive pas à délivrer le produit. Maintenant, si vous prenez l'exemple d'un certain nombre de produits, je pense à De Coolest par exemple qui a eu des problèmes pour délivrer, ils ont vendu 68 000 glacières absolument géniales, une glacière couteau suisse qui fait absolument tout. Ils ont eu 12,5 millions de dollars alors qu'ils en demandaient 500 000. Ils ont eu des problèmes pour délivrer, mais ils le vendaient à $180 alors que le prix d'achat sur Amazon est de $400. Donc c'est comme tout, il y a un risque. Vous faites un prix d'achat qui est beaucoup plus bas que le prix d'achat normal, vous avez un risque de ne jamais recevoir votre produit. Donc voilà, mais ce qui est important, c'est de voir le potentiel que cette méthode donne aujourd'hui à des gens qui, excusez-moi, je parle sur le contrat d'un banquier, on dit bien qu'on ne prête qu'aux riches, des gens qui n'auraient jamais pu avoir le moindre possibilité de démarrer dans l'existence. Et bien avec cette méthode-là, ils sont tout de suite entrepreneurs au bout de 3 mois et 1 jour. Et ben là, je trouve quand même que dans l'histoire humaine, c'est un progrès. Séverin Cabane, peut-être une réaction? Oui, parce que c'est la deuxième fois que Jean me taquine sur cette question. Et je crois qu'il y a un point quand même très important, et en particulier pour nous, directeurs financiers, c'est qu'à un moment donné, une entreprise doit choisir son appétit pour le risque. Et ça fait, j'aurais dû le dire tout à l'heure, c'est aussi un point général. Et aujourd'hui, dans le système bancaire, Jean, l'appétit pour le risque, il est aussi fixé par la Banque Centrale Européenne. Et donc, vous savez que là, on a un vrai sujet. Et donc, finalement, sur ces besoins de financement, très au départ, comme Eric l'a fait, etc., il y a d'autres acteurs qui ne sont moins régulés, dont c'est le métier. La banque intervient, par exemple, tout au début, mais après, vous avez l'investissement capital, il y a tout un cycle de vie dans ces affaires, et la banque intervient à un moment donné du cycle de vie. Voilà, c'est juste pour corriger un point. Merci. Éric Léandri, peut-être une réponse à madame? Oui, vous savez, c'est pas grave, celle-là, elle n'a pas marché. À mon avis, le problème de la montre connectée, c'est un problème autre. Ce qui est très très intéressant, c'est quelles sont celles qui vont marcher. Qui aurait dit que l'ensemble des données qui suivraient le GDPR, donc la protection des données personnelles, créerait une entreprise comme Data IQ où malheureusement, et là je vous le dis moi parce que je ne supporte plus quand la finance prend le pas sur la logique derrière, qui vaut maintenant 1,4 milliard parce que Google, qui s'appelle maintenant Capital G, a investi dedans. En fait, eux se sont basés sur la protection des données personnelles pour récupérer des données qui n'étaient plus capables de collecter grâce à cette protection des données personnelles, et Google a investi dedans pour pouvoir s'en resservir.
de nouveau dans son modèle. Mais regardez ça. Vous avez des modèles qui ont changé le monde en 1 an sur de la protection de données personnelles. Ça vaut 1,4 milliard. Prenons les modèles avec du sens. Et moi, je vous assure que les modèles avec du sens à la fin vaudront suffisamment cher. 100 boîtes en Europe qui valent 1 milliard, qui travaillent ensemble, c'est mieux qu'une boîte qui vaut 100 milliards. Parce que j'avais un dernier point. Je ne crois pas à la technologie qui, du jour au lendemain, amène un truc. Quand on parlait de signaux noirs tout à l'heure, on parlait en fait des signaux faibles qui amènent un sens disrupteur et différent à notre façon de travailler ensemble. C'est de ce signal noir que je parle. Je ne crois pas à la sortie d'une technologie tellement disruptive, tellement différente, tellement impossible à reproduire qu'on n'est pas capable de la reproduire. Non. Et quand vous avez des centaines de milliards comme Apple, quand vous avez des centaines de milliards comme les grands groupes américains, vous pouvez soit vous l'acheter, soit la refaire. Si vous êtes chinois, c'est pareil. L'intelligence artificielle, ça se recopie en quelques minutes. Donc s'il vous plaît, regardez plutôt le sens de ce que vous faites, là où ça doit aller et à quoi ça va servir et pourquoi ça a du sens pour les autres. Pour nous tous. Parce que si c'est sur ça que vous vous basez, votre montre, elle a peut-être des choses qui étaient top, sinon les gens n'auraient pas voulu l'acheter. La question, c'est est-ce qu'après, ils ne se sont pas juste crus vendeurs de montres et que c'était terminé? Je crois que c'est ça le problème. Voilà un cas concret. Effectivement, merci Eric Léandri. Est-ce qu'une autre personne souhaite poser une Oui, question ou intervenir? Oui. Allez-y, je ne vous vois pas. Tout au fond. Allez-y, monsieur. Victor Galavardin, Digit Solutions, je suis expert comptable. Vous avez parlé de la place de l'homme, c'est une bonne chose, mais en termes de formation, comment vous arrivez à former votre personnel qui est déjà dans l'entreprise depuis peut-être assez longtemps, notamment à la Société Générale, et quand vous recrutez les personnes, est-ce que ça répond à vos attentes? Je sais que dans mon milieu, on a quelques difficultés à ce niveau-là. Séverin Cabane. Oui, je vous remercie. C'est vraiment. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de tout traiter, mais c'est sans doute la question première aujourd'hui dans la cadre de l'évolution et de la transformation de l'entreprise qu'on doit traiter. L'évolution technologique fait qu'un grand nombre de métiers dans la banque demain seront faits différemment et ne seront pas nécessairement faits par des personnes. Et donc, nous, je ne pense pas que la banque ait la sidérurgie de demain pour une raison très simple, c'est que quand vous regardez le système bancaire, même s'il ne paye pas le coût de son capital, le cost of return on equity est inférieur au cost of equity, mais ça, c'est un point, mais d'autre part, on a quand même des bénéfices. Donc on a les moyens d'accompagner nos équipes dans ce problème numéro 1 que vous citez. Donc il est très clair qu'à un horizon de 5 à 10 ans, les métiers de la banque vont considérablement changer. Et on aura besoin de 3 compétences clés. La première compétence dont on va avoir besoin, c'est la technologie quand même. Et donc là, on voit bien que une banque comme Société Générale emploie 20 000 informaticiens. Et quand je regarde les 20 000 informaticiens que nous avons dans nos équipes, probablement il y en a un petit pourcentage qui est vraiment adapté aux technologies de demain. Et donc la première question que j'ai moi à traiter aujourd'hui, c'est comment je vais transformer d'abord toute ma filière dite informatique. Et ça, c'est un point essentiel. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un énorme enjeu pour une banque qui dépense 4 milliards par an juste dans l'informatique. Et ces technologies, c'est très important, ça ne sera plus le domaine réservé des techniciens, des technologues. Il y a toute une démarche en cours, en tout cas à la Société Générale, pour que chaque patron comprenne quand on parle de technologie, ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, il y a tellement de mythes autour de tout cela. Une des premières conséquences, obligation que nous avons, c'est d'élever le niveau de compréhension et de conscience de l'ensemble des membres de la Société Générale, et en particulier des responsables business qui ont toujours considéré qu'il fallait laisser aux spécialistes cette question de technologie. Donc ça, c'est un enjeu particulier. Mais la vraie question que vous posez, c'est pour toutes ces personnes dont le métier va changer. Eh bien, là, le deuxième type de compétence dont on a besoin, c'est notre vision du monde. C'est que demain, le métier de la banque sera un métier où l'interaction avec vous, directeur financier, avec vos équipes de trésorerie, avec l'ensemble des équipes de la direction financière d'un côté, mais aussi dans le monde du retail, il y aura une grande partie qui se fera directement par voie digitale via des plateformes. Mais on est convaincus, et j'espère qu'on continuera à vous convaincre, que la dimension humaine dans la relation entre une banque et ses clients va demeurer. On est convaincus parce que demain, le monde exige de nouvelles solutions de financement qui ne sont pas inventées aujourd'hui et qu'on ne peut pas trouver directement sur. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on inventera ensemble. Quand on pense nous, au développement de l'Afrique, aujourd'hui, on ne sait pas financer le développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le risque pays n'est pas bancable. Il y a plein de questions de cette nature aujourd'hui qu'on n'a pas résolues et on devra les résoudre ensemble. Donc la relation humaine va devenir clé. Et pour ça, dans mes équipes, j'ai besoin qu'ils soient capables de créer une relation de confiance dans le long terme avec vous. Donc ça, c'est cette énorme dimension sur laquelle on a des formations à faire. Et la troisième chose, c'est que comme on ne connaît pas à 20 ans
que sera le monde, il faut qu'on libère cette capacité créatrice dans l'entreprise. Et donc on aura besoin pendant de personnes qui ont cette capacité beaucoup plus d'imagination différente, tout le sens de la politique de la diversité. Alors je pourrais parler très longtemps sur ce point-là, donc nous avons des grands problèmes de reformation, comme on dit, de reskilling dans l'entreprise, pour faire en sorte que les personnes, soit elles choisissent de rester chez nous, et à ce moment-là, notre responsabilité, c'est de leur donner les compétences nécessaires dans les 3 domaines que j'indique, soit elles décident de quitter l'entreprise. Mais là, elles auront des compétences qui leur permettront de faire autre chose à l'extérieur de l'entreprise. C'est la manière dont aujourd'hui on traite cette question humaine face à l'évolution technologique au sein de la société générale. Merci Cédric Rabanne. Visiblement, vos concurrents ont repéré l'endroit et n'ont pas voulu vous laisser parler. Hein, mais vous avez, malgré tout, on a un petit bruit de fond. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, peut-être qu'un concurrent est derrière. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? N'hésitez pas à vous manifester avec le micro directement. Sinon, nous allons marquer une pause. Et évidemment, les échanges vont pouvoir se poursuivre. Hein, c'est l'objectif de ce Financium. Merci en tout cas de votre attention. Merci de votre fidélité. Bravo à tous. Merci à vous.